Une population piégée, enfermée dans son propre continent dont elle ne rêverait que de s'évader, et ce par tous les moyens. Voici l'image que les mass médias renvoient le plus souvent des Africains. Et lorsque ces derniers parviennent à émigrer en ces terres promises supposées que sont l'Amérique, l'Europe et l'Asie, ils s'y agripperaient de toute leur force, ils planteraient leurs racines et ne voudraient plus revenir en cette Afrique désormais considérée par eux comme une terre étrangère, une terre exotique, baroque et ukulélé que, comme tout étranger, ces mêmes Africains visiteront désormais en touristes. Racine déconstruit cette falsification de l'histoire. Migration in the movement of people is being presented in a manner which suggests that somehow it's a new phenomenon. There's nothing new about it. It's as old as man, the movement of people. And it has always been linked to the same thing. The failure of where you are to provide you with an opportunity, so you move somewhere else. Il faut vraiment qu'on enlève les lunettes qui nous aveuglent en quelque sorte et qui nous mènent vers l'Occident pour voir ce qu'on a autour de nous, nos réalités, et transformer cette réalité en opportunité et agir sur ces opportunités. Abdourahmane, pour moi, c'est un exemple pour les jeunes issus de l'immigration, mais aussi pour les jeunes nés ici au Sénégal. Parce qu'il a quand même l'avantage ou l'inconvénient d'être français, mais d'être aussi sénégalais. Il est rare qu'on voie des jeunes venant de France qui viennent mener leurs études en Afrique et vouloir, en tout cas avoir le projet de mener leur vie active dans leur pays d'origine. Donc je trouve qu'on n'en fait même pas assez de parler d'Abdourahmane pour qu'il soit l'exemple de ceux qui sont là, pour qu'ils ne continuent pas à rêver de cet Eldorado, mais aussi des jeunes issus de l'immigration qui sont en Occident, qu'ils ont aussi la possibilité de contribuer à l'émergence africaine. Je m'appelle Abderrahmane Sow. Je suis le fondateur de 20/20, qui est une compagnie privée dans l'éducation. Et je suis passionné par les mathématiques et l'entrepreneuriat. J'ai étudié en Afrique du Sud à l'African Leadership Academy, qui est une école panafricaine qui essaye de former les futurs leaders de l'Afrique. Et c'est là-bas que j'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis, où j'ai étudié les mathématiques et l'économie, à Dartmouth College. À partir de là, j'ai eu à travailler au Ghana pendant 2 ans, en tant qu'analyste, avant de décider de revenir au Sénégal. Oui. En fait, je suis né en France, de parents immigrés. Je suis né dans une famille très nombreuse, j'ai 18 frères et sœurs. La vie en France, c'était la vie du quartier en fait. On était en banlieue parisienne, à Mantes-la-Jolie, ville connue pour son taux de délinquance. J'ai fait partie de ce groupe de délinquants. Je faisais beaucoup de bêtises. À l'âge de 12 ans, mes parents ont décidé qu'il était mieux pour moi de revenir au Sénégal et voir si le changement d'environnement serait bénéfique pour moi. Donc j'ai habité avec mon oncle au Sénégal depuis 2004. En France, je pense que j'ai été plus éduqué par la rue que par la maison. On passait la plupart du temps dans la rue à jouer au foot avec les amis. La philosophie de la rue, c'était d'être un petit guerrier, de ne pas se laisser manquer de respect. C'est cette mentalité que j'avais la plupart du temps. Et quand j'allais à l'école, c'est la mentalité que j'essayais de montrer en regardant un prof et en lui répondant. Pour moi, c'était ça, être un homme. Et avec une quinzaine de frères et sœurs dans la maison, mettre un accent sur l'éducation de l'enfant, c'est un peu compliqué. J'avais un père ouvrier qui travaillait de 5 h du matin jusqu'à 17 h. Ma mère, elle est mère au foyer, mais quand même, gérer tous ces enfants-là, c'est pas facile. Donc, au bout du compte, je dis que je suis un produit de la rue, en quelque sorte. C'est cette mentalité même qui va jusqu'à moi dans aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste beaucoup plus contrôlé. Et je peux mettre cette énergie-là dans des endroits où ça peut être vraiment bénéfique. Mais ce n'est pas une énergie négative nécessairement. Je suis français pour l'instant. Oui, mais mon père est sénégalais, ma mère est sénégalaise. J'ai habité avec mon oncle à Louga, à Hambourg. J'allais visiter le village natal de mon père au Fouta. J'ai un passeport français, c'est vrai, mais l'identité d'une personne, ce n'est pas un papier. C'est plutôt là où elle se sent connectée. Et moi, je me sens très connecté au Sénégal. Mon oncle, c'est un ingénieur en hydraulique. Quand il a vu ma capacité mathématique surtout à réfléchir, pour toute idée, j'avais une idée aussi. Il aimait bien ça. Je disais très souvent, moi, je n'aime pas apprendre à l'école parce que tout ce que j'apprends, j'ai l'impression que je ne vais jamais l'utiliser. Il m'a dit, la réalité, c'est que quand tu excelles académiquement,
tu t'ouvres à des opportunités. Ou tu joues le jeu du système, ou tu vas te perdre. Je me suis dit, ah ok, peut-être que ça ne va pas m'aider maintenant, mais le système m'encourage à être bien académiquement pour m'ouvrir à de nouvelles opportunités et peut-être sortir même du système en question. J'ai commencé à exceller à l'école. C'est là que j'ai eu l'opportunité d'aller étudier en Afrique du Sud, à l'African Leadership Academy. La jeunesse, c'est beaucoup de potentiel, mais peu de savoir. Il faut guider cette énergie. On ne peut pas la guider en lui disant « ne fais pas ci, ne fais pas ça », parce que c'est une énergie bouillante, très curieuse et très confiante. Pour moi, il faut prendre le jeune comme un humain à part entière, le laisser expliquer sa logique, lui proposer une logique d'adulte alternative. C'est la discussion qui peut vraiment changer la personne mentalement. Aujourd'hui, quand on regarde les salles de classe et comment on passe le temps en salle de classe, on passe 80% du temps à expliquer une leçon et à la recopier. Peut-être 10% à corriger des exercices et 10% peut-être à faire des activités de classe. Est-ce que ce ratio du temps passé en classe est le plus optimum? Je ne pense pas. Je pense qu'on devrait passer par exemple 80% du temps à explorer, à discuter, à collaborer avec nos camarades. Et le temps qu'on passe à écrire et à recopier des leçons, ce sont des choses qu'on peut faire sous forme de vidéo, sous forme de jeu, sous forme d'autres choses. L'éducation, c'est une discussion. Dans le monde, toutes les salles de classe se ressemblent. On a 50 élèves, on a un seul prof, peu importe sa qualité, qui est obligé de donner un cours à modèle unique. Un élève va dire « je suis nul en maths, je suis nul en histoire-géo », alors qu'on sait tous bien que personne n'est né bon ou mauvais dans une certaine matière. Ce sont des acquis. La solution, c'est vraiment de créer un système éducatif où chaque élève, essentiellement, a un programme scolaire qui lui est adapté à lui. Et ça a l'air d'une tâche très très compliquée, surtout financièrement. Mais on est en 2017 et je pense qu'il y a beaucoup de solutions. La technologie numérique et il y a certaines techniques pédagogiques qui peuvent nous permettre vraiment d'améliorer notre système éducatif. La première étape pour l'instant, c'est d'éliminer les leçons dans les salles de classe. Et pour ce faire, je pense que la solution, c'est de transférer toutes ces leçons sous forme de vidéo et sous forme de jeu, de sorte que les élèves puissent regarder ces vidéos à la maison, s'amuser avec leur portable, tout en faisant des exercices. Et quand ils viennent en classe, ils connaissent déjà la leçon, donc ils sont beaucoup plus prêts à explorer, à faire autre chose. Mais si on enlève le temps de classe passé sur les leçons, qu'est-ce que les profs vont faire en classe? Et donc, il faut aussi donner des idées à ces écoles-là. Le challenge de 20 sur 20, ce sera réinventer la salle de classe. Qu'est-ce qu'on peut faire en classe pour vraiment créer une expérience d'apprentissage pertinente et qui touche l'élève? J'ai commencé 20 sur 20 pour réfléchir avec ceux qui sont dans les salles de classe, les élèves eux-mêmes, les principaux. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Avoir un modèle qui marche dans une classe et essayer de l'étendre dans plusieurs classes. Quand j'ai commencé 20 sur 20, c'était surtout les écoles publiques auxquelles je pensais. Parce que la situation des écoles publiques, elle est catastrophique. Pour l'instant, les écoles privées, ça marche très bien. Quand je vais dans une école privée, par exemple, en moyenne, je vends 50 clés USB juste pour les troisièmes. Pour l'instant, on a commencé un seul produit qui s'appelle 20 sur 20 au BFM. Et c'est une clé USB qui contient des vidéos éducatives en mathématiques qui couvrent tout le programme scolaire. Les élèves regardent des vidéos de courte durée et très engageantes à la maison. Et quand ils viennent en classe, ils connaissent déjà le matériel. Et l'enseignant a l'opportunité de faire beaucoup plus de choses avec le temps de classe. L'objectif maintenant, c'est de créer du contenu de la 6e à la terminale sur plusieurs matières. Une compagnie, par exemple, où j'avais fait un stage qui s'appelle Afik Funds, ils ont décidé de sponsoriser 200 clés USB dans 2 écoles publiques. Et je veux faire ce même genre de partenariat en combinant une compagnie avec une école. Il y a assez de compagnies pour couvrir toutes les écoles publiques du Sénégal. Toutes les compagnies devraient investir dans l'éducation parce que les élèves que nous formons aujourd'hui seront les professionnels qu'ils vont employer demain. Il faut vraiment améliorer tout l'écosystème et donc les compagnies, les parents, les professeurs, les élèves, on doit tous faire partie de ce voyage pour vraiment améliorer notre système éducatif. Je suis convaincu qu'un système éducatif bien construit peut transformer une génération. C'est le seul moyen qu'une génération en 30 ans, 40 ans, on arrive de la pauvreté à un pays développé, c'est qu'on a vraiment éduqué une génération. C'est le simple secret. On a tous à gagner parce que ce sont nos enfants qui sont dans ces écoles-là
ce sont nos sœurs et frères. D'un point de vue non égoïste même, on a tous à gagner quand l'éducation est bien. Quand l'écosystème éducatif est bien, tout le monde gagne. Les parents gagnent parce que leurs enfants seront bien. Les élèves eux-mêmes gagnent. Les compagnies gagnent parce qu'ils pourront avoir du talent. Travaillons ensemble, c'est ça que je dis à tout le monde, pour vraiment améliorer notre système éducatif. Les parents, les enseignants sont des acteurs de l'éducation. Et 20 sur 20, moi, en tant qu'entrepreneur, je ne peux que travailler avec ces acteurs. Je ne peux pas les remplacer, mais j'ai mes atouts et je veux vraiment donner ce que j'ai à donner. Quand les gens accepteront ce que j'ai à offrir, je serai prêt.